4e intervention de cette 2e session, de Julie Delisle. Donc Julie, si tu veux bien installer ton partage d'écran, je vais en profiter pour te présenter, ainsi que ton article, hein, qui est en ligne sur le site des GIM. C'est écrit « L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants ». Ah bah ça va revenir, je pense. Hein. Ah, d'accord. Oui, c'est Arnaud qui doit vous mettre en... Je m'en occupe pas. Ouais. Ah, d'accord. En co-animateur. De chercher. Donc on remercie Julie qui est avec nous en visioconférence depuis Montréal. Hein, donc c'est là-bas le matin. Tu as raté la session du matin, mais enfin, je pense les mettre sur YouTube bientôt. Donc tu nous présentes un article intitulé « Using timbre changes in flute playing to enhance the perception of dynamics, a pilot study ». J'imagine que tu vas nous expliquer tout ça en français. Absolument, oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de pouvoir être parmi vous en direct de Montréal. Oui, c'est le matin ici, mais c'est pas si mal. Il est 10 heures, donc c'est pas la fin du monde pour moi. Donc oui, évidemment, comme j'ai écrit l'article en anglais pour des raisons surtout pratiques, mais je vais présenter en français, c'est très important pour moi. Et puis, c'est ma langue maternelle, donc je vais en profiter. C'est pas toujours on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Je réessaie je n'arrive toujours pas à partager mon écran. C'est tout en bas, normalement, un bouton vert, parce que j'ai donné les droits. Ah, d'accord. J'appuie sur « Partager l'écran ». Voilà. Et puis, il y a vraiment une fenêtre qui apparaît qui dit « L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants ». Et pourtant, je viens de l'activer, donc je vais recommencer. D'accord. Regardez, parce que... Voilà, normalement, ça devrait apparaître. Oui, c'est bon, là, j'ai vu apparaître. Voilà. Oui. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez l'écran cette fois-ci? Excellent. Alors, j'y vais. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un travail de recherche qui a été réalisé durant ma dernière année de thèse à la Faculté de musique de l'Université de Montréal et qui a été poursuivi lors de mon stage postdoctoral à la Schulich School of Music de l'Université McGill au sein du projet ACTOR, donc pour analyse, création et enseignement de l'orchestration. C'est une recherche qui découle d'une interrogation personnelle vieille d'au moins une quinzaine d'années, alors que je poursuivais des études supérieures de musique à la flûte traversière. À l'époque, mes professeurs me parlaient beaucoup de projections sonores. Et donc, si je n'avais aucune difficulté à jouer fort, les nuances piano me posaient parfois problème dans ce contexte-là. De plus, on avait le sentiment que se faire entendre dans une grande salle, peu importe la nuance dynamique, ainsi que faire entendre les contrastes lors du jeu était un défi quasiment insurmontable. Imaginez donc un orchestre dans une grande salle, la flûte traversière, les autres instruments. On constate que la flûte n'est pas l'instrument doté de la plus grande puissance sonore. En effet, selon Meyer, la moyenne d'intensité sonore pour cet instrument est de 91 décibels, et plus précisément, la flûte obtient une moyenne de 67 à 86 décibels dans le registre grave et de 83 à 100 décibels dans l'aigu. De surcroît, son registre dynamique se limite à 6 décibels quand on s'efforce de ne rien changer au timbre ou à la couleur sonore. En d'autres mots, comme Meyer le dit, si on tient compte de la basse sensibilité de l'oreille aux fréquences basses, aux fréquences graves, ces valeurs suggèrent que le fortissimo du registre grave est perçu à intensité égale avec le pianissimo des notes les plus hautes. Donc, non seulement on ne joue pas très fort en tant que flûtiste, mais les contrastes dynamiques sont extrêmement difficiles à rendre. Pourtant, des flûtistes comme Emmanuel Pahud ou Robert Langevin y arrivent, eux. Mais comment font-ils? J'ai donc assisté et participé aux classes de maître de ce dernier plusieurs étés de suite, et j'ai beaucoup écouté les flûtistes qui réussissaient à surmonter ce défi. Mon constat était le suivant. Il et elle utilisent les nuances de timbre afin de créer plus de contrastes et juste de manière à ce que ces contrastes puissent être entendus jusqu'au dernier rang d'une salle comme le Carnegie Hall. Mais j'ai voulu en savoir plus. On peut maîtriser la technique, d'accord,
J'ai même fini par l'apprendre moi-même. Mais je voulais savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est pourquoi le but de cette recherche était en fait de découvrir les propriétés acoustiques derrière ces variations de timbre, ainsi que les liens pouvant exister entre les changements de timbre et nuances dynamiques à la flûte traversière. C'est ici que l'informatique musicale entre en jeu pour l'analyse computationnelle des différents échantillons sonores représentatifs de ces variations afin de mieux en comprendre les caractéristiques. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelques précisions par rapport à la technique et au vocabulaire. Donc, d'un point de vue acoustique, la nuance dynamique est assez facile à définir. L'intensité sonore découle principalement de la quantité d'énergie fournie afin de créer et d'entretenir la vibration. Donc, pour la flûte, on peut souffler plus ou moins fort, bien sûr, donc changer la vitesse d'air. Mais pour conserver une certaine stabilité, surtout au niveau de l'intonation, on change plutôt la taille de l'ouverture des lèvres afin de changer le débit d'air plutôt que la vitesse. La vitesse d'air, elle, reste stable grâce à une action compensatrice des muscles abdominaux et thoraciques. Pour le timbre, c'est là que ça se complique. On écoute d'abord la hauteur du son, la nuance dynamique, la durée, la modulation du son aussi, par exemple lors du vibrato, mais le timbre vient après tout cela. Et c'est d'autant plus vrai quand on est formé comme musicien classique. De manière générale, et pour des raisons historiques et culturelles surtout, les musiciens n'aiment pas trop parler de variations de timbre intra-instrumentales. Ils préfèrent avoir d'abord leur sonorité, puis ensuite parler de changement de couleur. Parfois, ils parlent en termes de texture aussi, mais utilisent ce vocabulaire surtout dans un but créatif et expressif. Donc, j'en reviens à la maîtrise technique des changements de timbre. Pour Robert Langevin, flûte solo au Philharmonique de New York, la clé réside dans la maîtrise d'un exercice simple de Trevor Wye, pédagogue britannique de la flûte, donc un exercice extrait de ses Practice Books for the Flute. Cet exercice consiste à conduire une ligne mélodique en arpège lent et à s'assurer de conserver une certaine couleur au-delà des intervalles pour apprendre à jouer en technicolor plutôt qu'en noir et blanc. Ce sont ces mots. Donc, les instructions sont les suivantes. Jouer l'exercice A avec une sonorité pleine, riche, foncée et violette. Tâchez de ne pas trop tourner la tête de la flûte vers l'intérieur. Il est mieux de jouer fort pour cet exercice. Ensuite, jouer l'exercice B avec une sonorité creuse, ouverte, douce, jaune, un peu plus comme la flûte à bec. Jouer plus doucement qu'en A. À un autre endroit dans le livre, Wye qualifie même le timbre A de couleur Ravel, alors que le timbre B reçoit le qualificatif d'aquarium, pour tout ce que ça veut dire. Donc, la pratique régulière de cet exercice remplit bien sa fonction, c'est-à-dire la maîtrise de contrastes timbraux. De nombreux flûtistes l'ont travaillé en Amérique du Nord et probablement en Europe aussi avec d'excellents résultats. En revanche, les qualificatifs qui sont utilisés ne sont pas très scientifiques et ne renvoient pas de manière non équivoque à des caractéristiques objectives. Donc, quelques pistes pour résoudre ce problème. Une revue de littérature sur la perception du timbre en psychoacoustique permet rapidement de constater que la brillance est un attribut important lors de la différenciation des timbres instrumentaux et qu'elle est hautement corrélée à certains descripteurs acoustiques comme le centroïde spectral. De plus, 2 études sur le timbre instrumental m'ont permis de recenser certains qualificatifs utilisés pour d'autres instruments. La première étude a été réalisée par Caroline Traub, qui se trouve être ma directrice de thèse. Donc, elle porte sur le timbre de la guitare. Elle a demandé à 22 guitaristes de sélectionner les 10 meilleurs adjectifs pour qualifier les nuances produites sur leur instrument. Les adjectifs préférés étaient métallique, rond et brillant, suivis de mince, chaud, velouté, nasal et sec. La seconde étude, réalisée par Bellemare et Traub, portait plutôt sur le timbre du piano. Donc, 8 pianistes ont dû se prêter à peu près au même exercice et les termes retenus étaient rond, clair, chaud, rugueux, plein, velouté, éclatant, riche, doux et brillant. Donc, considérant l'exercice de tout à l'heure et ses sonorités A et B, ainsi que ma propre perception des timbres produits, j'ai sélectionné plutôt les qualificatifs brillants pour le timbre A et rond pour le timbre B. C'est sur ces bases que j'ai réalisé l'étude pilote qui est le sujet de cette présentation. Donc, j'ai essayé d'isoler 2 variables, soit la nuance dynamique forte au piano, qui correspond au débit d'air envoyé dans l'instrument, donc au degré d'ouverture des lèvres,
et la nuance de timbre, brillant ou rond, selon la démarche expliquée plus tôt. Je me dois aussi de vous donner quelques points de repère concernant les deux types de timbres qui seront au programme pour cette expérience, parce que pour le moment, avec les descriptions que je vous ai données, ça reste subjectif. Donc, deux paramètres de jeu sont à considérer lorsqu'il s'agit de les distinguer. Premièrement, si la taille de l'ouverture des lèvres est déterminante pour la nuance dynamique, c'est la forme de cette ouverture qui permet de changer le timbre. Pour le timbre dit brillant, l'ouverture est plutôt large et plate, alors que pour le timbre rond, elle est plus ronde. Donc, à gauche, vous voyez le timbre brillant et à droite, le timbre rond. Et par ailleurs, la voyelle formée par les résonateurs vocaux à l'intérieur de la bouche est aussi déterminante. Donc, elle se rapproche plus du A français pour le timbre brillant et plus du son OU pour le timbre rond. Ainsi, on constate que si l'adjectif brillant fait référence surtout au son tel qu'il est perçu à l'audition, l'adjectif rond se rapporte aussi directement à l'ouverture des lèvres, à sa forme, et à la position de la cavité buccale qui vient adoucir l'ensemble des résonances. Alors, on en vient à l'expérience comme telle. Ce que j'ai fait, c'est donc un enregistrement en studio. J'ai été le propre sujet de mon expérience, qu'on peut rarement faire dans une démarche scientifique, mais là, ça se présentait bien. Alors, en studio avec un microphone cardioïde et tout, comme vous voyez sur l'image, j'ai enregistré un certain nombre d'échantillons sonores. Ceux qui ont servi pour cette expérience ont été joués sur le do dièse grave de la flûte. J'ai choisi une seule note pour isoler les paramètres de hauteur, mais éventuellement, on pourrait le faire sur un échantillon plus grand. Donc, pourquoi le do dièse grave? Parce qu'on s'assure d'avoir quand même un maximum de minima d'impédance, donc pour avoir le plus d'harmonique possible et observer facilement les variations de timbre. Par contre, elle est plus facile à émettre que les notes les plus graves de la flûte. J'ai enregistré différentes consonnes à l'attaque, ce qui n'a pas été très concluant, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et pour les deux catégories de timbre et les deux nuances dynamiques, on obtient 4 catégories. J'ai enregistré au moins 3 instances de chaque son pour m'assurer d'une certaine constance dans les résultats ou pour mesurer le manque de constance dans mon jeu. Et ensuite, je me suis servi de la timbre toolbox développée par Geoffroy Peters et les collègues dans l'environnement MATLAB pour extraire 46 descripteurs acoustiques, donc temporels, spectraux, harmoniques, des coefficients d'autocorrélation également. Et j'ai fait l'analyse de ces descripteurs d'abord avec une analyse par composante principale pour obtenir un aperçu général. Et ensuite, j'ai regardé certains descripteurs d'un peu plus près de manière à avoir un peu plus d'indices sur ce qui se passait. Je vous fais entendre les 4 sons qui ont servi à l'expérience. Donc, les sons brillants d'abord et les sons ronds ensuite, forte et piano. Voilà. Pour l'analyse par composante principale d'abord, avec 3 dimensions, on est arrivé à décrire déjà 77,467% de la variance entre les sons, ce qui n'est pas si mal. J'ai eu des moins bons résultats pour d'autres expériences où il y avait une variance plus grande. Mais alors, en voici le descriptif. La dimension 1, du côté minimal, correspond surtout au coefficient d'autocorrélation médian. Et du côté maximal, contient surtout des descripteurs en lien avec la brillance, ce qui est plutôt bon signe dans l'expérience présente. La deuxième dimension, du côté minimal, contient surtout des descripteurs relatifs aux transitoires d'attaque et au caractère bruité du son, alors qu'à l'extrémité maximale, on parle surtout d'énergie et d'intensité du son. Et finalement, la dimension 3, du côté minimal, on a des descripteurs spectraux divers, et du côté maximal, plutôt des descripteurs temporels divers. On a 46 dimensions comme celle-là, mais je me limite à ces 3-là parce qu'elles expliquent la plupart des choses que j'ai besoin d'expliquer. Donc, à propos de la première dimension, on observe 3 groupes distincts. Les sons ronds piano à l'extrémité minimale, donc à gauche du graphique,
Les sons brillants forte à l'extrémité maximale, complètement à droite, et au centre, les deux autres groupes. Les sons ronds piano, à gauche, obtiennent des valeurs élevées pour les coefficients d'autocorrélation médians, donc on pourrait dire qu'ils possèdent une certaine stabilité temporelle si on simplifie un peu les choses. Les sons brillants forte, à l'autre extrême, obtiennent des valeurs élevées pour les descripteurs relatifs à la brillance, ce qui est tout à fait logique dans les circonstances. Et ensuite, par rapport à la deuxième dimension, donc en ordonnée, les sons brillants piano et rond forte, qui forment le groupe du milieu en bleu, obtiennent des valeurs plus élevées pour le caractère bruité et le temps d'attaque. À l'inverse, les sons brillants forte et rond piano obtiennent des valeurs plus élevées pour la valeur RMS et l'énergie harmonique. En gros, cela pourrait signifier que jouer rond et forte ou brillant et piano ne correspond pas aux tendances naturelles de l'instrument et que ne pas combiner dynamique et brillance tend à induire plus d'instabilité et de bruit dans la sonorité. Maintenant, si on regarde la troisième dimension de l'analyse par composante principale, alors sur ce graphique, vous avez la dimension 1 en abscisse et la dimension 3 en ordonnée. C'était plus clair montré comme ça. Donc, on peut observer une différence entre les deux types de sons du groupe central. Premièrement, les sons ronds forte obtiennent des valeurs plus élevées pour la fréquence fondamentale, l'irrégularité spectrale, la fréquence de modulation du signal et l'aspect plat du spectre. En gros, cela indique que les caractéristiques spectrales des sons ronds forte s'éloignent davantage du spectre harmonique standard que les sons brillants piano. Enfin, ces derniers, les sons brillants piano, ici, ils obtiennent des valeurs plus élevées pour plusieurs descripteurs temporels. En fait, on pourrait en conclure que plus de temps est nécessaire afin d'émettre tous les partiels lorsque l'on joue piano. Ces résultats montrent également que le fait de jouer des sons brillants, piano ou rond et forte est moins naturel, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, étant donné les tendances générales de la flûte. Donc, c'était un peu l'aperçu général donné par l'analyse par composante principale. On va regarder maintenant certains descripteurs de manière plus individuelle. Donc, j'ai 6 catégories dont je peux vous parler. Donc, différents descripteurs mis en rapport les uns avec les autres et qui donnent des indices supplémentaires sur les propriétés acoustiques des sons dont on parle. Premièrement, si on met en rapport le temps d'attaque et la pente de l'attaque, les sons brillants, donc en rose, du côté droit du graphique, obtiennent généralement des temps d'attaque plus longs que les sons ronds. Ensuite, sur l'autre axe, les sons brillants piano, donc les petites étoiles qui se trouvent en haut, les étoiles roses, possèdent des pentes d'attaque plus élevées que pour les sons brillants forte. Par contre, on n'observe pas de différence notable entre le piano et le forte pour ce qui est des sons ronds. Ils sont tous mélangés sur cet axe. Le tristimulus donne des indications, donc c'est un ensemble de 3 coefficients qui donnent des indications sur la distribution de l'énergie spectrale. On observe plus d'énergie dans les fréquences plus hautes pour les sons brillants, logique. On observe aussi plus d'énergie dans les fréquences plus hautes si on augmente la nuance dynamique de piano à forte. Et troisièmement, très important, on observe que la nuance dynamique a plus d'effet sur la distribution de l'énergie spectrale que les changements de timbre eux-mêmes, si on isole les deux variables. Si on met le centroïde spectral en rapport avec le flux spectral, on observe d'abord une corrélation positive entre les deux descripteurs. On retrouve à peu près les mêmes groupes qu'avec les 2 premières dimensions de l'analyse par composante principale, en fait. Donc, les sons ronds piano à l'extrémité inférieure gauche, les sons ronds forte et brillant piano au centre, et ensuite les sons brillants forte à l'extrémité supérieure droite. Les résultats sont similaires pour des descripteurs tels que l'espèce plat du spectre ou flatness, le roulement, roll-off, ou l'étalement spectral, spread. Maintenant, si on met en rapport le centroïde spectral avec l'aplatissement spectral, qui s'appelle kurtosis en anglais, on obtient une corrélation négative cette fois-ci,
Toujours les mêmes 3 groupes de sons. Les sons ronds piano, donc qui se situent à l'extrémité supérieure gauche du graphique, obtiennent des valeurs élevées pour l'aplatissement et des valeurs basses pour le centroïde spectral, alors que pour les sons brillants fortés, c'est l'inverse. Donc, valeur basse pour l'aplatissement et élevée pour le centroïde spectral. Maintenant, pente spectrale et décroissance spectrale, donc slope et decrease. La corrélation entre les deux descripteurs est négative encore une fois. On retrouve encore une fois les mêmes 3 groupes que dans le cas précédent, qui tiennent à rester ensemble, on dirait. Les sons ronds piano obtiennent des valeurs élevées pour la décroissance et des valeurs basses pour la pente, alors que pour les sons brillants fortés, encore une fois, ils se situent à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des valeurs basses pour la décroissance et des valeurs élevées pour la pente. Maintenant, on pourrait chercher comment on arrive à séparer et à différencier les 2 éléments du groupe central. C'est pourquoi je suggère de mettre en rapport ici l'aspect plat du spectre avec le roulement spectral. Donc, on observe ici que les 2 groupes sont un peu plus séparés. Les sons ronds piano dans le cercle rouge obtiennent des valeurs de roulement beaucoup plus basses que les autres groupes. Donc, le roll-off est un paramètre déterminant dans ce cas-là. Ensuite, l'aspect plat, donc flatness, est vraiment un des descripteurs qui sépare clairement les groupes formés par les sons brillants piano d'une part et ronds fortés d'autre part. Les valeurs sont plus élevées pour les sons ronds fortés que pour les sons brillants piano. Enfin, les résultats obtenus lors de la mise en rapport de la pente spectrale et de la déviation harmonique vont un peu dans le même sens que s'ils avaient été obtenus avec la dimension 3 de l'analyse par composante principale. C'est-à-dire qu'on a une autre distinction entre les sons brillants piano et ronds fortés, nos 2 groupes du centre. Et ici, la déviation harmonique est plus élevée pour les sons ronds fortés que pour les sons brillants piano. Alors, en résumé, je conclus très bientôt. Donc, il y a une corrélation claire, en fait, entre brillance et nuance dynamique. Aller à l'encontre de cette tendance mène à l'obtention d'un spectre qui a tendance à s'éloigner du spectre harmonique standard, ainsi qu'un caractère plus bruité, et des temps d'attaque plus longs. Les nuances dynamiques ont plus d'effet sur la distribution de l'énergie spectrale que le changement de timbre entre les caractères ronds et brillants. Les nuances dynamiques ont plus d'effet sur les différences de valeur pour des descripteurs comme la pente spectrale et la décroissance spectrale. Et les différences entre sons brillants, piano et ronds fortés sont surtout relatives aux descripteurs comme l'aspect plat du spectre et la déviation harmonique. Dans les 2 cas, les valeurs sont plus élevées pour les sons ronds fortés. À propos de la brillance, donc dans le cas de la flûte, elle est fortement corrélée à des descripteurs comme le centroïde spectral, l'étalement, la pente, l'aspect du spectre, le roulement et le flux spectral. Elle se caractérise aussi par des temps d'attaque plus longs pour permettre à tous les partiels d'être émis et d'atteindre la portion soutenue du son. Quant à la rondeur, ce n'est pas exactement un opposé de la brillance, mais elle est liée à des valeurs plus élevées pour l'aplatissement et la symétrie spectrale. Donc, je vous montre ces images pour conclure. C'est ce que j'explique de tout ça. Donc, plus le débit d'air, en fait, et où la vitesse d'air sont grands à l'embouchure, plus on a de turbulences qui sont créées. Donc, jouer rond et fort donne un spectre qui contient peut-être moins d'harmoniques, mais qui contient une quantité considérable de turbulences à l'embouchure, donc qui se traduisent en bruit et en énergie auquel l'oreille est sensible. Le son rond et forté serait donc une sorte d'imitation du son piano, avec peu d'harmoniques dans son spectre, mais joué à haute intensité. Il s'agirait donc de la solution pour se faire entendre dans une grande salle ou au sein d'un orchestre, tout en donnant l'illusion qu'on joue doucement. L'hypothèse reste à investiguer avec des expériences plus détaillées, un échantillon plus grand et possiblement un plus grand nombre de flûtistes expérimentés que juste moi-même. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie toutes les personnes et les institutions qui ont soutenu ma recherche. Voilà, merci beaucoup Julie pour cette présentation tout à fait intéressante. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Donc je vais regarder s'il y a des mains levées. Pas encore. S'il y a des questions dans le chat, pas encore non plus. Est-ce que vous... Oui. J'attendais le signal.
Voilà, donc en attendant qu'il y ait des questions qui émergent, je voulais te demander, Julie, tu disais au départ que en fait, l'origine de cette recherche, c'était aussi une volonté d'essayer de comprendre ton propre jeu. Donc, c'est pour ça que tu t'es prêtée en tant que sujet de ta propre expérience. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse du retour en fait, de ces expériences sur ton jeu, justement, sur ton jeu personnel ou éventuellement en orchestre? Et une autre petite question annexe, hein, c'est est-ce que éventuellement tu as détecté des œuvres musicales ou des passages précis de certaines œuvres musicales qui exploiteraient justement les effets que tu as mis en évidence? Bon, c'est un petit peu lié les deux questions. Oui, d'accord. J'ai malheureusement très peu joué à l'orchestre depuis le début de ma thèse de doctorat. Donc, mes dernières expériences remontent à 2013-2014, quelque chose comme ça. Mais en rétrospective, par exemple, le son rond et forté peut servir à jouer des pièces comme le prélude à l'après-midi d'un faune avec le long solo de flûte au début, qui est dans les nuances et les textures très vaporeuses, très douces, mais pour lesquelles il faut être vraiment entendu dans toute la grande salle. Donc, c'est un défi parce qu'on doit arriver à rendre ce caractère très doux, très sensuel, tout en jouant fort. Donc, c'est utile pour ce genre de répertoire-là, mais c'est utile aussi pour vraiment traduire les crescendo, décrescendo, les phrases musicales. Donc, en jouant vraiment avec ça, c'est très efficace, en fait. Quand Robert Langevin joue au Philharmonique de New York, je me rappelle l'avoir entendu la dernière rangée du Carnegie Hall, et puis j'avais la partition devant moi, on entendait tout absolument clairement, c'était incroyable. Maintenant, j'ai dit que cette recherche découle d'interrogations personnelles. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup de confusion. Les professeurs ne savent pas nécessairement toujours comment expliquer en termes objectifs ce qu'ils font. Donc, il y avait beaucoup de confusion pour moi dans la définition des nuances piano et forté dans différents contextes. Donc, ce n'est pas qu'en rapport avec la nuance dynamique, mais aussi en rapport avec les changements de timbre. Et le savoir, en comprendre les paramètres aussi, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la pratique, puis dans le détail de la maîtrise de ces éléments-là, parce que on a des mots, on a un vocabulaire, on a des repères pour nommer tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, j'espère pouvoir partager ces résultats-là aussi avec mes collègues. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des prolongements pédagogiques, effectivement, et puis dans la pratique musicale, hein, très, très clairement. Je redemande encore s'il y a une question de la salle. Je n'en vois pas dans le chat. Je ne vois pas de main levée. Hein. Eh bien, si voilà, il vous venait des questions plus tard, je pense que Julie sera très heureuse d'y répondre sur Discord, parce que j'ai vu qu'elle était connectée. Voilà, donc il est 15h30. Nous tenons nos horaires, donc il est prévu entre 15h30 et 16h une petite pause. Je pense que nous en avons besoin pour nous faire un petit café ou quelque chose, voilà, pour se déconnecter quelques minutes. Et nous reprenons donc à 16h avec la session numéro 3 qui présentera voilà, des modèles mathématiques et des représentations musicales. Voilà, bien tout à l'heure.